Bonjour à tous. Donc, dans le cycle des conférences du rendez-vous Tech Bio, on va démarrer la seconde. Conférence plutôt à dominante technique, à nouveau, comme la première, qu'on a choisi de centrer sur les méthodes de gestion des pucerons en verger bio, parce que ça reste un problème important, aussi bien pour les fruits à pépins que pour les fruits à noyaux. Cette intervention, cette conférence plutôt, devait être animée par un lot de plusieurs personnes. Et ce n'était pas moi, donc Anne Glandière de la Chambre régionale, qui devait vous lancer un peu cette animation, mais Éric Ostanou de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. On avait prévu donc l'intervention de Bertrand Bourgoin, qui est le spécialiste de la DRAF et l'expert au niveau de la DGAL sur justement les questions d'arboriculture fruitière, notamment au niveau des produits, de l'homologation des produits utilisés en arboriculture fruitière. On avait également Vincent Valéjot du CEFEL qui, tous les trois, à des moments différents, mais qui les contraignent de rester au fond de leur lit, ont attrapé le Covid. Du coup, on a réussi à mobiliser Myriam Codini de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales pour nous présenter les quelques diapos que nous a envoyés Bertrand Bourgoin hier pour pallier un petit peu à son absence. Et ensuite, on laissera la parole à Myriam Berrude de la Pugère et Bertrand Alisson du CTIFL, qui est basé aussi à la station expérimentale de Sud-Expé, pour nous détailler les éléments, justement, les différentes stratégies de lutte par rapport aux pucerons en verger biologique. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et donc je donne la parole à Myriam Codini. Bonjour à tous. Bon, merci Anne. Effectivement, donc ça devait être présenté par Bertrand Bourgoin. Effectivement, c'est compliqué de. En tout cas, je pourrais probablement pas répondre à sa place, mais au moins on a le diaporama et du coup au moins avoir sa présentation et puis juste les dossiers, présentation des dossiers de dérogation en cours. Donc voici la liste en fait des produits commerciaux utilisables en AB qui ont fait l'objet donc donc ce qu'on appelle l'article 53 d'une dérogation qui a été signée pour la campagne 2022. Donc il y a eu le Sérénissime donc qui est sur châtaignier, le Curatio qui a eu plusieurs usages, notamment ce qu'on attendait en tavelure, pommier poirier, le moniliose pêcher abricotier, donc prunier cerisier, et aussi la nouveauté, le Curatio donc cette année en 2022 sur l'amandier. Donc ensuite l'essentiel, donc le flipper aussi en dérogation. Alors le Nimazal qui se répète en dérogation, l'Oikos aussi sur puceron du pommier. Le cassol. Alors le cassol, la petite spécificité, c'est que voilà, il n'a pas eu l'agrément bio en 2022. C'est en dérogation, mais pas en bio. Donc et le Sérénade, Asso et Splendana sont sur châtaignier. Et le Success 4 en dérogation, donc sur pommier autonome et sur cerisier et amandier. Alors si on fait un focus sur l'azadiraktine, donc lui, il est au niveau du contexte. Donc c'est un besoin essentiel, un besoin qui est lié à l'impossibilité de maîtriser les pucerons uniquement par des mesures en amont et des mesures de prophylaxie. Donc c'est une molécule essentiellement stratégique en pépins en AB. Au niveau réglementaire, il a quand même une inscription à l'annexe 1 du règlement européen. Ça, c'est déjà pas mal. Donc il a été approuvé. Il y a une approbation, donc il a été approuvé au niveau de l'Europe et son approbation va jusqu'en 2024. Et il y a une préparation qui a une AMM française qui concerne les cultures sous abri.
Donc, l'ANSES est en attente là de données sur les risques de contamination des eaux pour les usages en plein champ. Donc, là, au niveau du dossier, donc voilà, attente sur les usages en plein champ, et les sociétés doivent fournir des données. Et on a donc encore une dérogation. Donc, on en a eu 9 campagnes de dérogation, ça fait quand même beaucoup. Et donc, la dérogation en 2022 avait été signée pour le Nimasal et l'Oikos. Au niveau de la bouillie sulfocalcique, donc une molécule clé aussi pour la tavelure, pour la protection de tavelure, hein, et potentiellement aussi pour l'éclaircissage. Donc, elle est inscrite elle aussi à l'annexe 1 du règlement d'exécution. Et par contre, alors elle a été approuvée aussi, mais il n'y a pas d'AMM française. Et donc, il y a une demande de reconnaissance mutuelle, hein, pour une AMM en France, donc, qui est non finalisée. Donc, il y a encore besoin de données complémentaires qui sont en cours d'acquisition. Donc, ensuite, elle est donc en dérogation, donc chaque année, annuelle, hein, depuis 2011. Ça fait 12 campagnes. Et la dérogation a été signée en 2022. Donc en janvier, avec la nouveauté, c'est qu'il y a une prolongation de la dérogation sur pommier, prunier, tavelure, pêcher oïdium et amandier, rouille, qui est signée donc depuis le 20 juin, donc et pour 120 jours. Donc on est sur une prolongation toute récente. Et le spinosade, alors donc molécule aussi stratégique, hein, bon, pour la maîtrise de l'antonome du pommier en zone septentrionale. Voilà, donc il y a un intérêt aussi beaucoup sur les mouches en agriculture biologique. Donc elle est inscrite, oui, à l'annexe du règlement d'exécution, et elle est aussi approuvée, hein, il y a une approbation européenne. Et il y a donc des préparations qui ont eu l'AMM aussi, avec le Success 4 et le Ciné-ISAPA. Par contre, on est sur des dossiers, hein, de dérogation annuelle pour l'antonome, pour les mouches, noyers, cerisiers, pour Suzuki, et pour le Ritema de l'amandier. Et donc, la substance est en cours de réapprobation au niveau de l'Union européenne. Et la molécule est défendue, des données complémentaires ont été fournies. Donc c'est plutôt, voilà, en bonne voie, bien avancé. Alors, la cassine, donc l'extrait de Cassia amara, donc molécule stratégique, hein, pour la maîtrise de l'hoplocampe du pommier. Alors là, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas d'approbation européenne. Il n'y a pas d'inscription sur l'annexe 1 du règlement d'exécution. En 2021, il y avait eu un retrait parce que le comité des experts européens exigeait que toutes les molécules qui sont sur l'annexe 1 soient approuvées. Donc, comme ce n'était pas le cas, il y avait donc eu un retrait. Donc, elle est en cours de reconnaissance comme substance de base. Voilà, plutôt. Et comme un composé chimique, donc, qui s'apparente à une substance traditionnelle. Donc là, c'est difficile à évaluer dans ce cadre de substance de base, et donc le dossier est en cours et à suivre. Donc, dérogation signée en 2021, nouvelle dérogation aussi signée en 2022, mais pas en AB, pas en bio. Au niveau des pyrètres naturels, donc il y a un intérêt agronomique aussi sur l'antonome et les pucerons. Donc, c'est inscrit, les pyrètres naturels sont inscrits à l'annexe 1 du règlement d'exécution, oui. Et donc, il y a bien eu approbation des molécules, une approbation européenne. Par contre, il y a un retrait de tous les usages en arbo et en légumes en France, hein. Le seul qui reste, vous savez, c'est la cicadelle. Il n'y a qu'un usage pour la cicadelle de la vigne et les usages ornements. Sur la situation des dossiers, il y a une à l'étude, hein, le pyrivert est en extension d'usage, mais à l'étude. Et le Mansa aussi, hein, qui est un autre produit, est en cours d'évaluation à l'ANSES. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour la conférence et au show, malheureusement. Mais bon. Donc, moi, je vais vous présenter une partie qui concerne l'automne
Et puis Bertrand Alisson, on a encore des Bertrands, hein. Vous avez vu que c'est une conférence grecque des Myriam et des Bertrand. On s'attardera plus sur la partie printemps. Dans la présentation que je vais vous faire, il y aura les résultats du CEFEL également sur les manips qu'ils ont pu faire. Et en ce qui concerne les essais de la Pugère, vous verrez que c'est une synthèse depuis 2013, donc il y a presque 10 ans d'essais. Donc on va d'abord commencer par une petite partie de rappel. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà un peu le puceron cendré du pommier, mais juste pour vous rappeler que ça fait partie des ravageurs principaux du pommier et que non seulement on a des enroulements de feuilles et des déformations de fruits, mais on peut aussi avoir un impact sur les années suivantes avec des mauvais retours à fleurs, donc des phénomènes physiologiques qui sont assez impactants et qui peuvent induire de l'alternance. En termes de cycle biologique, je ne vais pas beaucoup m'attarder, mais c'est quand même un point très important, et avec tous les biocontrôles, la connaissance des cycles et des points très précis, l'enchaînement des différentes formes dans un cycle sont vraiment des choses à connaître. À retenir sur le pommier qu'il y a deux hôtes, donc le pommier sur lequel la phase œuf d'hiver, éclosion, enchaînement des générations qu'on connaît bien au printemps, et ensuite une phase de migration vers une plante herbacée qui est le plantain, et un retour à l'automne. Donc c'est là où on va regarder ça un peu plus précisément, avec à l'automne la partie sexuée du cycle et notamment les ailées. Sur la partie qu'on connaît de la lutte au printemps, en fait la lutte est centrée du débourrement alors là on a noté jusqu'à la migration des pucerons, mais souvent on s'arrête après la floraison en fonction des infestations, et aujourd'hui on intervient 2 à 4 fois en moyenne, enfin ça dépend un peu avec quoi, mais avec des interventions qui sont centrées surtout sur la pré-floraison, donc depuis le débourrement jusqu'à la pré-floraison, et ensuite après la floraison on va essayer de laisser faire au maximum les auxiliaires. Ça c'est quelque chose que vous connaissez bien, donc, mais avec un phénomène d'emballement qui est parfois difficile à maîtriser. Donc c'est là qu'on va essayer de travailler sur l'automne. Donc à l'automne, en fait, vous avez les formes ailées qui reviennent sur le pommier et qui vont se reproduire. Ce qui est à noter, c'est que les femelles qui pondent les œufs d'hiver, elles sont aptères, elles n'ont pas d'ailes. Donc à un moment du cycle, il y a quand même un petit point de fragilité, entre guillemets, hein. C'est pas que des formes ailées, il y a ces formes aptères de femelles. Donc là, l'idée de la lutte, c'est d'essayer de rendre le pommier moins attractif sur le puceron, de perturber leur alimentation, voire d'agir sur les formes ailées ou sur ces formes aptères qui pondent les œufs d'hiver. Donc quelle stratégie on peut envisager? J'ai remis à droite et en bas à droite les contraintes qu'on a en pommier, mais aussi dans toutes les cultures fruitières, c'est-à-dire qu'il y a certaines techniques qu'on pourra utiliser qu'après récolte. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Et dans ce qui est à notre disposition aujourd'hui dans la lutte à l'automne, il y a pas mal de choses qui doivent être faites après récolte. Donc bien sûr, il y a les barrières physiques. Je reviendrai rapidement dessus parce qu'il y a eu des essais. Il y a la technique de défoliation précoce qui peut paraître un peu violente par rapport à la physiologie de l'arbre. J'essaierai de vous la faire mieux connaître parce qu'on l'a pas mal travaillé à la station. Donc ça, c'est des interventions post-récolte qui sont calées plutôt sur le mois d'octobre, que ce soit en Provence ou dans le Tarn-et-Garonne. Mais bien sûr, il faut que les variétés soient récoltées avant début octobre. Après, on peut aussi envisager des techniques à base d'huile minérale ou d'autres produits qui sont en plein développement, donc des savons ou d'autres types d'actions, voire des insecticides qu'on a évoqués tout à l'heure, mais avec toute la prudence qu'on peut y mettre à une phase du cycle où on est sur la phase de reproduction sexuée et où tous les phénomènes de résistance pourraient s'enclencher, notamment si on réutilise ces produits encore sur la saison.
Donc les aphicides à l'automne, pourquoi pas, mais c'est à suivre. Alors, pour revenir sur les barrières physiques, là, un petit essai synthèse de 3 ans quand même du CEFEL. Donc, c'est des résultats qui concernent les argiles face à une référence PFI. Bon, là, il n'y avait pas de modalité en référence bio. Donc, les efficacités obtenues dans ces conditions qui ont été faites au CEFEL, donc c'est-à-dire avec 1 ou 2 applications entre 30 et 50 kilos sur le mois d'octobre, vous voyez qu'elles sont insuffisantes. Bon, après, il y a aussi des pluies, des lessivages. Dans ces conditions-là, ça a été insuffisant. Sur les résultats de la Pugère, il y a un petit peu plus d'années d'essai. Et là, les argiles, là, je les ai toutes mises aussi avec les barrières physiques qu'on a pu tester, hein, puisqu'il y a eu aussi des hydroxydes de calcium et des carbonates de calcium. Les argiles, elles sont en haut en efficacité par rapport à toutes ces barrières physiques, mais souvent, elles sont quand même relativement limitées en termes d'efficacité. Donc, on peut espérer que des efficacités partielles, sachant que dans nos essais, nous, on a couvert toute la période septembre à fin novembre. Donc souvent, c'est 4-6 applications. On a eu des hivers très pluvieux pendant ces années d'essai. Donc ça a été très contraignant au niveau des renouvellements. Et là, il y a une certaine efficacité, mais il y a des moyens à mettre en œuvre qui sont importants. Concernant les huiles minérales, elles avaient été testées aussi pendant ces années-là avec 1 à 2 applications centrées sur fin octobre à fin novembre. Il n'y a pas eu des grandes efficacités, mais à titre comparatif, je vous ai mis aussi à droite du graphique la référence huile à l'automne et huile au printemps. Et vous voyez que les efficacités décollent relativement peu parce qu'en fait, d'après nos essais, dans nos conditions provençales, hein, surtout, les huiles fractionnées au printemps qu'on peut faire du débourrement jusqu'à la préfloraison, nous, on a eu des efficacités entre 15 à 35% maximum. Donc, il y a une petite efficacité, mais voilà, il va falloir combiner les techniques. Donc, parmi les techniques qui ont été travaillées au CEFEL et à la Pugère, il y a la défoliation précoce à l'automne. Donc là, il y a un certain nombre de questions, j'espère que vous devez vous poser, mais auxquelles on va essayer de répondre. Il n'y aura peut-être pas toutes les réponses, mais bon, il y en aura peut-être certaines. Donc, déjà, le pourquoi, on l'a un petit peu évoqué par rapport au cycle. Je vais démarrer sur le comment. C'est aussi le point de départ de ces essais. C'est qu'il y avait eu des essais faits par le GRAB dans les années 2000 où ils avaient défolié manuellement des arbres à différentes dates. Et ils s'étaient rendus compte qu'à un moment du cycle, bah oui, ça fonctionnait bien. Il y avait des résultats intéressants sur les développements de pucerons l'année suivante. Alors bon, à la main, je pense que ça va être compliqué. Mais après, on peut aussi envisager de tailler plus tôt, donc courant du mois d'octobre, avec encore des feuilles au verger. Bon, même si ça pose certaines contraintes de chantier de travail, mais c'est aussi très compliqué à faire puisqu'on n'a pas la visibilité sur l'architecture de l'arbre. Donc ça peut être complémentaire, mais ça ne va pas être uniquement ça. Et après, ce qu'on a plus spécifiquement travaillé, ce qui semble plus envisageable, c'est d'intégrer des applications de produits défoliants, donc qui induisent une phytotoxicité sur les feuilles et qui vont induire la chute des feuilles avancées, en général d'à peu près 1 mois et demi. Donc là, nous, on a travaillé beaucoup avec le chélate de cuivre sur des doses qui sont 10 fois la dose utilisée en engrais foliaire en saison, hein. Donc, la contrainte d'entrée, c'est qu'on apporte 1 à 2 kg de cuivre métal hectare par ces applications. Il y a certains distributeurs qui fournissent des produits qui ont cet intérêt-là, hein. Là, j'ai mis une plaquette. Et ça peut être notamment des usages qui sont utilisés en pépinière. Alors, quand? Après le quand, on l'a déjà un petit peu abordé. Donc, c'est uniquement après récolte. Et l'efficacité sera vraiment maximale si on atteint 100% de défoliation à un moment précis du cycle. Donc j'en reparlerai après.
Et la période à cibler, c'est plutôt la quinzaine de jours avant l'intensification des pontes. Donc chez nous, ça correspond à peu près à la première décade d'octobre, et ça nécessite de vérifier son verger et l'intensité de défoliation qu'il y a eu courant octobre pour arriver début novembre avec le moins possible de feuilles sur le verger. Donc, toutes les variétés ne sont pas compatibles déjà par rapport à leur date de récolte, mais en plus, il y a des réactions selon la vigueur du verger. Ce n'est pas parce qu'on va appliquer son chélate de cuivre qu'on aura forcément des bons résultats. Il y a un effet annuel. Et puis après, les variétés à cycle court réagissent mieux que celles à cycle long. Donc là, par exemple, ça marche très bien sur Golden. Et ça marche beaucoup moins bien sur Granny. Par rapport au vol du puceron et à la dynamique de vol, ça a été le point de départ de nos réflexions. On a mis en place dans les vergers en essai des suivis par plaques jaunes, donc qui attirent pas mal d'insectes, mais qui nous permettent de voir les captures de pucerons ailés, et aussi des frappages dans les vergers. Et là, vous avez une courbe de vol de 2013 à 2021 qui est un petit peu variable, mais globalement, en Provence, on a les premiers individus qui arrivent au 15-25 septembre. Il y a un premier vol faible centré un petit peu avant la mi-octobre, qui sont plutôt des femelles. Et puis un deuxième vol, donc des femelles ailées. Et le deuxième vol qui est centré sur fin octobre, fin novembre. Et là, il y a une intensification et on peut penser que les pontes vont démarrer à partir de cette période, puisqu'il y aura les mâles et les femelles. Bon, une fois, les mâles sont un peu en retard par rapport aux femelles. Donc, au Céphale, on a à peu près la même chose. Ah oui, pardon, ce que je ne vous ai pas montré, en bas, ce n'est pas un artefact qui est mal placé, c'est juste que j'ai voulu vous montrer quand se situe la chute naturelle des feuilles. Donc, c'est la petite courbe noire qui est en bas. Chez nous, c'est souvent à partir de mi-novembre sur décembre. Parfois, des fois, on a encore des feuilles en janvier. Et puis, avec la défoliation, on avance la chute des feuilles de 1 mois à 1 mois et demi environ. Donc, on perturbe le cycle, mais on est quand même en fin de cycle. Sachant que les années où on a du gel au 15 novembre, il y a une chute de feuilles qui est quand même assez marquée. Alors bien sûr, on a des automnes de plus en plus doux, mais si on était dans des conditions gélives à l'automne, on aurait des chutes de feuilles avancées. Donc au Céphale, on a pratiquement la même chose, avec un petit peu des écarts annuels, mais l'intensification, elle est aussi observée de mi-octobre à fin novembre. Alors qu'est-ce que ça donne en photo quand on fait de la défoliation? Donc en haut à gauche, c'est des galas du Céphale qui ont été défoliés à 12 litres hectare avec du chélate de cuivre. Et en bas, vous avez le témoin non défolié. La photo, elle a été prise 25 jours après le traitement. Et en haut à droite, dans le même verger, vous avez l'enchaînement des arbres défoliés et derrière un témoin. Et on est 15 jours après l'application. En général, il faut au moins une semaine pour voir quelque chose, sachant qu'à la Pugère, il y a eu 2 applications. Après, le chélate de cuivre, avec sa problématique cuivre-métal qu'on connaît bien, on a essayé de chercher des alternatives. Donc, on a travaillé pas mal de produits. Je ne vous ai pas fait toute la liste là, mais parmi les produits qui sont ressortis, il y a le sulfate de zinc qui pourrait être une alternative intéressante, qui brunit un peu plus les feuilles et qui fait un peu moins chuter, mais ça semble être un produit intéressant. Mais après, avec toutes les réserves qu'il faut émettre vis-à-vis du zinc et des possibles toxicités racinaires, donc moi je ne vous encourage pas à le faire, peut-être à suivre les recherches qui sont faites dessus, mais pour l'instant, je ne vous encourage pas à le faire. Il faut avoir plus de données, notamment au sol. Alors, on a quelques manips chez nous. Donc, voilà, sur les alternatives, on n'a pas beaucoup de choses pour défolier. On a essayé l'acide acétique, le beluga, tout ce qu'on a pu avoir, mais d'autres formes de fer ou de cuivre ou de zinc, mais
ça n'a pas fonctionné aussi bien. Ensuite, je vais vous présenter des résultats d'essais pour vous montrer un petit peu quelle efficacité on peut en attendre. Et que ce soit au Cefel ou à la Pugère, on a souvent testé 3 modalités. Donc, dans ce petit schéma, vous avez la frise chronologique en haut et souvent la référence producteur, c'est une référence au printemps qui est soit à base d'huile minérale fractionnée, soit avec 2 azadiractines en encadrement de floraison. Ensuite, on a testé la défoliation seule à l'automne. Bon, nous, des fois, on s'est amusé à faire tomber les feuilles avec une taille précoce supplémentaire. Et sinon, on a aussi testé la combinaison de stratégies. Donc, pour ces combinaisons de stratégies, en Provence, il y a eu pas mal d'essais aussi qui ont été faits par le CETA de Cavaillon directement chez des producteurs avec des parcelles coupées en 2. Et ces essais-là, ils ont eu lieu entre 2013 et 2019 à peu près. Et ensuite, chez ces producteurs, ça n'a plus été possible de garder les témoins parce que ça marchait bien. Et ils n'ont plus souhaité continuer les manips. Donc, c'est plutôt encourageant pour la technique. Après, on réussit à bien se l'approprier. Donc, au Cefel, les résultats du Cefel, ils ont été faits en général sur une seule application, ou au sulfate de zinc, ou au chélate de cuivre. Donc, les efficacités avec le sulfate de zinc, elles n'ont pas été extraordinaires, même nulles. Avec le chélate de cuivre, c'est autour de 30%, et alors que les références ont bien fonctionné. Donc là, sans doute, il y a des problèmes de manque de chute de feuilles au moment crucial. Donc il y a une efficacité partielle, mais ça vous montre aussi que si le verger n'est pas suffisamment défolié, il y aura peut-être un petit souci. Donc en tous les cas, au Cefel, les résultats sont un peu moins probants qu'à la station de la Pugère. Et là, j'ai essayé de faire une synthèse sur 9 ans. Donc, vous avez sur la droite du graphique les modalités qui sont en intervention au printemps. Donc, que ce soit 2 azadiractines, une seule en post-floraison ou une en pré-flow, et les huiles fractionnées. Donc, on retrouve les huiles fractionnées qui plafonnent à 30%, les 2 traitements azadiractine qui sont entre 70 et 80% d'efficacité, 85 même. Et puis, sur la droite du graphique, alors oui, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on fait qu'une seule azadiractine post-flow, on n'a pas une bonne efficacité. Et si on n'en fait qu'une en pré-flow, on augmente un peu, mais voilà, on voit bien que les 2 applis là sont intéressantes pour avoir l'efficacité maximale. Et en termes de défoliation, les modalités notées défaut cuivre, 1 ou 2 applis ou défaut zinc sont uniquement de la défoliation, et les autres, les stratégies, combinent en général un ajout d'azadiractine au printemps, mais une seule application. Donc vous voyez qu'on a réussi à faire remonter les efficacités, mais qu'il reste une variabilité qui n'est pas toujours facile à maîtriser, puisqu'on n'a pas tout le temps 90 ou 100% d'efficacité. Donc parfois, même avec une défoliation qui semble suffisante, il n'y a quand même pas forcément une efficacité au champ qui est maximale. Mais ça représente souvent des cas particuliers parce que le verger est difficile à défolier. Donc en conclusion, pour essayer de résumer un petit peu les points clés, sur la défoliation précoce, c'est une stratégie qui reste à efficacité partielle, mais qui peut avoir une efficacité élevée. Et il y a des conditions à respecter, ça reste très technique, des facteurs favorables. Donc j'ai essayé de les lister. Par exemple, d'appliquer en début de journée pour que le chélate de cuivre ou le produit défoliant puisse sécher lentement et induire sa phytotoxicité, et profiter de journées qui sont douces l'après-midi. Nous, on a eu les meilleurs résultats quand les températures étaient supérieures à 20-25 degrés en octobre,
Donc, c'est plus facile début octobre que fin octobre, souvent. Profitez aussi de faire la première application début octobre si les variétés sont récoltées, pour pouvoir renouveler éventuellement ou intervenir, faire rentrer une équipe de tailleurs qui va supprimer tous les gourmands, par exemple. Et là, ça va faire gagner en efficacité. Mais suivre cette chute de feuilles au cours du mois d'octobre pour se dire, ben voilà, début novembre, j'en suis là. Je pense que j'aurai un peu d'efficacité, mais voilà, ça va être dépendant du niveau de chute de feuilles. Après, bon, les difficultés, si on les résume, c'est lié surtout au cuivre et aux quantités de cuivre métal. Ça dépend de l'état végétatif du verger. Ça peut être appliqué qu'en post-récolte. Et l'efficacité, elle est directement liée au niveau de chute de feuilles. Donc, il y a un certain nombre de choses aussi à considérer. Il ne faut pas se dire je vais le faire plus tôt, parce que comme ça, j'aurai encore plus de temps. Parce que si on intervient en septembre, on risque quand même de perturber les arbres de façon plus importante et des fois de provoquer des refleurissements. Sur la physiologie des arbres, je veux quand même être rassurante parce que nous, après 10 ans d'essai sur différentes variétés, on suit les retours à fleurs, les rendements, les analyses foliaires. Il n'y a absolument rien qui ressort. Au contraire, les arbres, ils sont en meilleure santé que des arbres qui ont des pucerons. Donc, on a moins d'arbres alternants, tout ça. Mais bon, moi, je pense qu'il faut rester prudent. C'est quand même des techniques un peu déstabilisantes quand même. La taille précoce, j'en ai parlé, donc ça peut être complémentaire. Et les alternatives au cuivre, il n'y en a pas des masses, donc il y a le sulfate de zinc, mais il faut rester prudent. Alors ensuite, on a d'autres perspectives. J'avais listé, après la défoliation, des produits qu'on pourrait appliquer en post-récolte. Ou non, mais en tous les cas, à l'automne. Peut-être en visant un peu plus le cycle au moment des femelles aptères qui sont prêtes à pondre, voire des ailés, mais ça c'est plus compliqué. Et donc là, je vous présente des résultats qui sont encore qu'une première année, qu'il faut quand même prendre avec beaucoup de recul et qu'il faut attendre d'autres résultats. Donc sur le Flipper et le Nori Pro, qui ont été appliqués à l'automne en 3 applications à 10 litres sur le Flipper, suivi d'un Oikos début mai, et c'est tout. Il n'y a eu qu'un seul insecticide et on a quand même 70% d'efficacité par rapport aux références au-dessus. Vous voyez qu'avec 2 azadiractines, on a la même efficacité. Si on fait qu'une seule azadiractine post-flow ou une pré-flow, on a fait chuter l'efficacité. Donc, c'est quand même des résultats assez encourageants. La modalité 6 que vous voyez là avec les Oikos, donc l'azadiractine à l'automne, c'était un peu pour se faire plaisir, mais moi, je pense que ce n'est pas une voie d'avenir. Si on veut garder l'azadiractine au printemps par rapport au problème de résistance, ça peut permettre de fonctionner un peu, mais voilà, c'était dans un essai, donc à prendre avec des pincettes. Et dans notre parcelle PFI, donc j'ai quand même mis, parce que le Nori Pro, c'est quand même un produit dont vous avez entendu parler, un polymère de silicone qui a une action physique. Il a eu des résultats assez étonnants, avec aucun insecticide en saison, donc 3 applications à l'automne. Et on est à 89%, je crois, enfin, des résultats très très intéressants qui sont de la hauteur de nos références PFI avec 3 applications d'insecticides en saison. Donc je pense qu'on a encore des choses à découvrir à l'automne quand on voit ces résultats-là. Après, moi je reste prudent, c'est comme les maladies de conservation, une année ça marche, l'année d'après ça ne va pas et on ne comprend pas pourquoi. Il suffit qu'on soit décalé dans le cycle de quelques jours, ça ne marchera pas. Juste pour vous dire aussi que chez nous, ça marche très bien sur poirier, notamment comme on a des poires d'été. On se trouve loin de la récolte. C'est des poiriers William et Guyot. C'est relativement facile de faire tomber les feuilles avec une seule application. Donc, c'est des pratiques qui sont rentrées dans les stratégies des producteurs quand ils le peuvent et qu'ils le souhaitent. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai à peu près respecté le timing. Je vous remercie pour votre attention et je vais essayer de répondre aux questions s'il y en a. Au début de votre exposé, vous montriez un graphique concernant plusieurs variétés. Oui. Et un aspect sur la vigueur, le rapport vigueur
Oui. et effets positifs ou négatifs du défoliant. Et la partie, en fait, quand vous montriez qu'il y avait une vigueur, le fait de défolier, qu'est-ce que ça apporte? Un excès d'alternance? Alors, non, en fait, le message, c'était que, j'ai peut-être pas été très claire, c'est que plus la variété est vigoureuse, plus il y a des gourmands, moins on va réussir à faire tomber ces feuilles, surtout les feuilles qui sont sur les gourmands. Je pensais que c'était un impact par rapport à l'arbre. Mais j'avais pas compris, Non, c'est pas un impact par rapport à l'arbre, c'est qu'en fait, là, ici, là, c'est ça dont vous avez... Voilà. Par exemple, on prend la variété Crimson sur laquelle on a fait beaucoup d'essais. Hein, donc, c'est les tirets noirs. Le témoin est plein et le défolié est en pointillé. Donc, vous voyez que le témoin plein, non défolié, il va avoir une chute là, qui a démarré mi-octobre et qui se termine vers la fin novembre. Et le défolié, il a de l'avance. Donc là, oui, sur cette variété, ça fonctionne. Sur Granny, qui est en vert, on n'a aucun impact parce qu'on était sur Granny, c'est plus vigoureux, il y a beaucoup de gourmands. Alors des fois, ça fait tomber un peu les feuilles du bas ou les vieilles feuilles, mais les feuilles qui sont sur les gourmands ou les rameaux de l'année, ils ont beaucoup plus de mal à tomber. C'est là où ça peut être intéressant d'intervenir un peu en taille complémentaire sur début novembre. Au début, il y avait une diapositive que je ne suis pas sûre d'avoir bien comprise, qui expliquait que la stratégie à l'automne versus stratégie au printemps semblait révéler que c'était plus intéressant de se concentrer sur une stratégie à l'automne. Et alors, je voudrais revenir quand même sur l'idée derrière les stratégies d'automne, c'est de traiter le moins possible en saison pour épargner les auxiliaires et les laisser faire leur travail s'il reste quelques foyers. Je ne suis pas vraiment rentrée dans tous les détails, mais avec les techniques d'automne, on n'aura jamais une efficacité sur la fréquence totale. On aura toujours du puceron dans le verger, mais c'est sur l'intensité qu'on va pouvoir baisser la dangerosité des foyers et notamment juste pendant la période de grossissement des fruits, hein, qui est en gros après la floraison jusqu'à début mai, mi-mai. Ensuite, les pucerons, ils se déplacent souvent en bout de pouce pour s'alimenter sur des feuilles plus jeunes. Donc là, ils sont moins dangereux pour les fruits. Donc cette infestation-là, elle nous gêne moins. Mais c'est pour ça que si on avait à réduire les inoculums en automne, on aura peut-être moins de dangerosité du puceron au printemps, avec moins d'insecticides et un relais par les auxiliaires qui sera meilleur. C'est ça qu'on cherche en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, c'est que j'étais étonnée que vous attardiez pas du coup précisément sur les insecticides. On n'y revient quasiment pas en fait. J'étais étonnée. En saison. Oui, les produits utilisables. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a les huiles, Après, il peut y avoir, mais Bertrand, toi, tu vas évoquer d'autres pistes, mais les grandes stratégies, c'est les huiles et l'azadiractine, et après, il y a des produits de biocontrôle qui sont en phase de développement, de connaissances. Bonjour à tous, donc Bertrand Alison, je travaille donc pour le CTIFL et je suis détaché dans la station d'expérimentation Sudexpé, qui a 2 sites, un dans l'Hérault à Marciargues, plutôt sur fruits à pépins et maraîchage, et un dans le Gard sur fruits à noyaux. Et donc moi, je vais vous présenter plutôt un projet qui est dans son début, qui s'appelle Sympa. Donc c'est un projet casse-d'art qui vise à maîtriser les pucerons en arboriculture. Et donc on travaille sur 2 pucerons d'importance majeure, le puceron cendré du pommier et le puceron vert du pêcher, Myzus persicae. Et donc aujourd'hui, je vais plutôt focaliser sur le puceron cendré. Et donc c'est un projet, comme vous pouvez le voir, qui est en partenariat avec tout un tas de partenaires d'expérimentation, de la recherche et du développement, comme souvent dans les projets casse-d'art. Ce programme a démarré en 2021, donc on est dans sa 2e année. Donc je vais d'abord présenter rapidement les objectifs du programme, et ensuite je focaliserai sur les résultats, certains résultats de l'année dernière, et puis quelques résultats qu'on vient d'analyser sur les essais qu'on a menés cette année à Sudexpé. Donc ce projet en fait a pour ambition d'essayer de maîtriser ces 2 pucerons en essayant d'utiliser les leviers agroécologiques, donc
Le biocontrôle, donc il y a 2 axes, l'axe des produits de biocontrôle et des extraits naturels de plantes, donc les PNPP, préparation naturelle peu préoccupante, et un axe un peu plus prospectif qui consiste à introduire dans le verger des plantes de service pour essayer de créer un environnement défavorable à l'installation du puceron. Donc des plantes de service qui vont être soit plutôt des relais pour les auxiliaires, donc les bandes fleuries. Donc il y a déjà pas mal d'essais qui ont été faits au GRAB, à l'IFPC notamment sur ces questions-là. Et puis des plantes qui auront des propriétés qui vont altérer le développement du puceron par soit la répulsion, soit peut-être des effets sur la fécondité des pucerons en fait. Le deuxième objectif de ce projet-là, c'est aussi de vérifier, de voir la faisabilité technique de ces aménagements, donc en évaluant aussi l'installation de ces plantes, le coût que ça peut représenter, les contraintes que ça va représenter pour les producteurs, notamment à la récolte lors de la taille. Et puis connaître aussi auprès des producteurs en faisant une enquête les attentes et les freins potentiels sur ces techniques-là. Bon, je passe vite là-dessus, c'était juste pour situer en fait les différents partenaires qui participent. Dire aussi quand même que l'INRA est en satellite en fait dans ce projet-là. Et intervient notamment sur les questions de recherche. C'est eux qui ont quand même qui ont fait déjà ces recherches préliminaires, notamment sur les plans de service, et qui nous ont permis de commencer et d'implanter ces installations. Et puis ils sont là en relais pour aller plus loin et pour étudier les propriétés de ces plantes et étudier les composés organiques volatiles qui vont être émis par ces plantes. Donc étudier leur effet répulsif, leur effet sur le puceron, et aussi d'essayer de construire une méthode pour capter dans le verger, pour définir le paysage olfactif. Le paysage olfactif. Désolé. Donc le paysage olfactif émis en interaction donc avec les pommiers et les pêchers. 2 axes comme je disais. Donc aujourd'hui la présentation avec les résultats, ça sera plutôt sur cet axe-là, sur l'axe biocontrôle PNPP. Donc il y a 2 parties. Une partie de screening en fait qui est réalisée exclusivement au CTFL de la Morinière. Donc on teste en fait sur un certain nombre d'extraits de plantes, donc en huile essentielle, l'effet répulsif et l'effet biocide de ces huiles essentielles. Et celles qui nous paraissent intéressantes, on va essayer de les tester en stratégie au champ. En parallèle, on teste aussi les produits de biocontrôle parce qu'on sait qu'il y en a tout un tas de produits qui sont en développement, qui sont déjà formulés, et on va essayer d'obtenir quand même des infos pour aller vers soit des dossiers, fournir des éléments pour peut-être des homologations ou notamment de fournir des éléments pour la reconnaissance en substance de base. L'autre axe, c'est l'axe plante de service. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est créer un environnement peu favorable. Alors là, vous avez la liste des différentes installations dans les différentes stations en combinaison. Donc, l'idée, c'est sur ces vergers sur lesquels on a installé des plantes de service, donc d'alléger la stratégie, et le choix qu'on a fait, c'est d'alléger la stratégie en post-floraison en fait. Donc tout à l'heure Myriam présentait la stratégie classique au printemps, c'est donc l'encadrement de la floraison et les traitements plutôt en pré-floral. Et en fait, ce projet-là, il s'est construit quand même sur d'abord le constat du retrait de la famille des néonicotinoïdes en production conventionnelle, et donc les retraits probables d'insecticides à court-moyen terme, et puis le fait qu'en agriculture biologique, on soit quand même sous un régime de dérogations qui sont renouvelées chaque année, mais qui n'assurent pas une pérennité non plus absolue dans les stratégies. Donc l'idée, c'était d'essayer d'avoir un environnement en post-floral qui soit le plus défavorable aux pucerons, et donc du coup, on allège la stratégie en post-floral. Et donc ce que je disais tout à l'heure par rapport aux études de l'INRA, c'est d'essayer de trouver des capteurs en fait dans le verger qui puissent être positionnés, qui puissent caractériser l'environnement olfactif, afin d'essayer de voir quel est le rayon d'action en quelque sorte d'émission de ces coves, et est-ce qu'on les retrouve. Alors on avait pas mal d'espoir au début sur cette technique. C'est vrai qu'on est un peu on redescend un petit peu sur nos ambitions parce que c'est très compliqué à capter. En fait, les capteurs sont sans doute un peu trop sensibles pour toutes les différentes effluves qu'il peut y avoir dans le verger. Mais bon,
on essaye d'avancer là-dessus aussi. Sans transition, les résultats des essais de biocontrôle en 2021, donc là c'est la synthèse de ce qu'on a fait l'année dernière. Alors l'année dernière, on a travaillé exclusivement sur des produits de biocontrôle qui sont déjà existants, alors qui n'ont pas forcément d'homologation sur le puceron cendré, mais qui a priori ont un effet intéressant. Donc l'année dernière, vous le savez, on a eu une année très très compliquée pour le puceron en général, et notamment sur les bassins sud-ouest, Val-de-Loire. Dans le sud-est, on a eu une année à très forte pression, mais sur laquelle on a quand même pu distinguer des résultats, donc peut-être un petit peu plus, où l'effet a été un peu moins lissé. Donc sur ces produits de biocontrôle, ce qui ressort en fait, en tout cas qui est la piste qu'on essaye de travailler aussi désormais, c'est de voir, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a un effet, on va dire, plutôt moyen sur la fréquence, c'est-à-dire qu'on va toujours retrouver du puceron. Par contre, sur l'intensité, c'est là où ça peut être intéressant, mais c'est là où l'idée, c'est d'essayer de changer un peu de regard, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à éradiquer complètement le puceron du verger, mais par contre, on n'aura pas forcément une situation qui va s'emballer. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté l'année dernière sur nos différentes modalités. Sur la synthèse des essais d'extraits végétaux donc en labo, donc deux types d'essais, des essais répulsifs. Donc là, c'est plutôt pour alimenter un travail plutôt sur les stratégies d'automne, d'essayer de trouver des substances qui peuvent avoir des effets répulsifs et potentiellement faire le lien et donc imaginer peut-être des diffuseurs de la même manière qu'on peut avoir des diffuseurs de confusion sexuelle qui auraient un effet répulsion au moment du vol-retour du puceron. Donc ce qui est ressorti des essais, c'est notamment l'huile essentielle de menthe poivrée, si je ne dis pas de bêtises, et de thym, qui avait un effet équivalent au bêta-farnesène, qui est donc le témoin positif. Et puis des essais biocides, donc là sur conditions contrôlées, donc sur jeunes plantules, où là on a testé d'autres huiles essentielles par rapport à du nimazal et à l'eau. Et donc l'huile essentielle qui nous a paru intéressante et qu'on a intégrée dans nos stratégies cette année en 2022, c'est l'huile essentielle de lavande à 1%, à concentration 1%. Donc on l'a testé cette année en pré-floral avec 3 applications répétées. Donc je passe donc là le focus se réduit un peu encore sur les essais qu'on a réalisés cette année en 2022 à Sudexpé Marciargues. Donc plusieurs stratégies à chaque fois. Donc là en fait l'année dernière on avait fait des essais vraiment biocontrôle, donc uniquement une modalité égale un produit. Là on a fait plutôt un essai stratégie, donc les biocontrôles étaient appliqués en pré-floral et puis en post-floral on a positionné des nimazales. Donc différentes modalités, notamment cassol et l'huile essentielle de lavande, et puis aussi une modalité no-dosant, donc il y a un savon potassique. Là, ce qu'on a voulu aussi tester, c'est l'intérêt du modèle, en utilisant le modèle en fait, pour essayer de positionner le biocontrôle au meilleur moment et notamment au début de la première génération. Et c'est vrai que ça s'appuie sur des essais qui ont été faits à la Morinière et qui avaient montré une efficacité pour certains biocontrôles. Donc on a voulu essayer de cibler vraiment le positionnement par rapport au début de cette première génération, en se disant que sur ces produits de biocontrôle qui ont un effet un peu moins fort, le positionnement le précis, plus technique est intéressant. Donc là vous avez il y a 2 modalités qui ont été positionnées par rapport à ce modèle, donc du nimazal et du cassol, et puis des positionnements classiques en pré-floral par rapport au stade végétatif des pommiers. Et puis donc là, je vous ai mis les positionnements des huiles essentielles de lavande tels qu'ils ont été positionnés. En termes de résultats, je suis désolé, quand j'ai fait la présentation, j'étais un peu enthousiaste, donc, mais c'est un peu fouillis. Donc je vais essayer de résumer rapidement ce qui ressort de ces graphiques. Donc en termes de fréquence, c'est la présence de foyers actifs sur 100 pousses observés en fait à chaque fois. Donc c'est à chaque fois qu'on voit un puceron, c'est présence. Donc la fréquence, ça peut être un puceron comme ça peut être un foyer où on a 200 pucerons à l'intérieur.
Donc, on a fait 6 observations et j'ai séparé sur la partie droite les observations jusqu'à la fin floraison, donc juste avant le traitement post-floral, et les observations ensuite réalisées en post-flow. Enfin, après le traitement post-floral, pardon. Et donc, on a globalement sur les premières, enfin sur les des choses qu'on retrouve, enfin, sur lesquelles on s'attendait à voir, c'est-à-dire quand même une fréquence globalement qui est plutôt moyenne, intermédiaire entre le témoin et donc la référence AB, c'est l'imazole en encadrement. Et puis, bien sûr, bon, la référence PFI qui cette année est assez performante. C'était pas forcément le cas l'année dernière. Là, donc c'est des choses qu'on retrouve et qui sont assez classiques, hein, d'avoir cet effet intermédiaire sur la fréquence en tout cas. Sur la partie post-flow, on a des choses un peu plus surprenantes où je pense qu'on a eu d'abord un effet avec le nimazal peut-être un peu sur les auxiliaires. Et puis après, au moment où ça s'est un peu emballé sur le témoin, ça s'est resté plus calme sur les modalités traitées. Sur la partie intensité, et là c'est bien la différenciation de ce qu'on voulait montrer, enfin de ce qui était induit au départ dans ce qu'on imagine, c'est l'effet justement sur l'infestation, donc le nombre de pucerons par foyer. Et là, on a vraiment un effet fort en fait, enfin beaucoup plus fort des biocontrôles, des stratégies de biocontrôle, par rapport au témoin qui n'est pas traité, mais qui est toujours intermédiaire avec la référence AB. De la même façon, sur la partie post-flow, on a des choses un petit peu plus surprenantes au début, et puis ensuite le témoin qui décroche par rapport au reste. Donc pour résumer, avec les mêmes schémas de couleurs comme tout à l'heure, donc avec avant le traitement post-floral et après le traitement post-floral, sur la fréquence et sur l'intensité, moi il y a des choses qui retiennent en tout cas l'attention. C'est vraiment il y a plusieurs choses en fait. Il y a déjà l'effet sur l'intensité qui est plutôt satisfaisant avec les stratégies de biocontrôle, moins sur la fréquence, mais bon, c'est comme on disait tout à l'heure, l'effet d'avoir des petits foyers ou des foyers qui vont être sur des pousses sur le bout des jeunes pousses en fin de cycle, qui ont un impact moindre en tout cas sur les fruits. Et puis l'autre chose, donc j'ai essayé de résumer là un peu les synthèses. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce modèle et l'utilisation de ce modèle, c'est la modalité avec le K-sol positionné par rapport au modèle a montré une efficacité qui est proche de l'efficacité du nimazole en encadrement. Par contre, à l'inverse, le nimazole positionné plus précocement par rapport au modèle a plutôt montré une efficacité moindre. Et ça confirme en fait le fait que le nimazole est plutôt un produit qui va fonctionner quand on a des conditions poussantes avec de la chaleur, de la douceur. Et puis, par contre, là, le K-sol bien positionné a eu un meilleur effet et donc du coup, au début des infestations de pucerons. Donc, bien sûr, donc la piste d'utilisation du modèle RIMPRO, elle peut être intéressante notamment pour positionner ces produits de moindre efficacité, pour piloter vraiment plus finement. Évidemment, ça reste à confirmer avec les autres résultats des autres collègues dans les autres stations. Et puis, faire attention quand même à positionner toujours l'azadiractine pas trop précocement parce qu'on a une perte d'efficacité. Pour terminer cette présentation, toujours pour rappeler qu'on est qu'on continue quand même nos essais sur les plantes de service. Donc, on fait l'évaluation au champ en fait de la festation des pucerons. On mesure aussi les auxiliaires, la présence des auxiliaires et les suivis qui sont faits sur les bandes fleuries et puis aussi sur les pommiers et les pêchers. Et puis, il y a cet aspect enquête aux producteurs pour essayer de définir les attentes des producteurs et les freins à la mise en place, à l'utilisation des biocontrôles ou à la mise en place des plans de service. Et j'ai mis 2 petits résultats qui sortent juste de l'enquête qu'on est en train d'analyser. Sur l'efficacité attendue des produits de biocontrôle, pour montrer que l'attente est forte quand même, puisque et c'est un peu logique, hein, mais voilà, en tout cas, ça nous donne quand même un objectif de réussite assez élevé pour ces produits. Et par contre, l'intérêt d'installer des plans de service, si l'efficacité est démontrée, qu'elle est plutôt positive, puisque la plupart des producteurs ont répondu qu'ils seraient intéressés de positionner soit les 2 types de plantes si l'efficacité était démontrée. Après, je pense qu'aussi, il faudra démontrer la faisabilité technique également. Merci beaucoup Bertrand pour cet exposé, donc il complète celui effectivement de Myriam et qui rappelle par rapport
au premier exposé un peu plus réglementaire qu'effectivement, il faut qu'on arrive à trouver d'autres types de solutions, peut-être parce que malheureusement, sur les molécules qui présentent des usages intéressants en bio, pour l'instant, on est encore beaucoup en régime de dérogation et ça risque de prendre une fin prochaine. Voilà, donc place aux questions, si vous en avez. Bonjour, au début de l'exposé, vous parliez aussi des huiles essentielles de menthe et de thym. Là, on a eu surtout les résultats sur le lavandin. On voit que finalement, c'est moyen. Oui, plutôt très En tout cas, ça doit être associé à quelque chose. Et sur les études que vous avez faites, vous avez des résultats sur le thym et la menthe poivrée? Pas encore, en tout cas pas au champ. On a fait à part ce que je vous ai montré sur les résultats, sur les effets répulsifs, donc sur des olfactomètres en laboratoire, et puis sur les plantules. Pour l'instant, on n'a pas encore testé au verger ces huiles essentielles-là, en fait. Mais si elles montrent... là, cette année, en fait, mes collègues à la Morinière sont en train de retester en labo, en essayant de modifier un peu le protocole pour affiner, notamment sur les aspects répulsifs. On a vu qu'il fallait ajuster un peu la durée, le moment où on fait les mesures. Si ça montre à nouveau des intérêts, on essaiera de le positionner aussi au verger. Par contre, on a bel et bien implanté des menthes poivrées sous les arbres à la Morinière. Et les résultats, ils sont... Pour l'instant, on est au début. Hein. L'année dernière, en fait, on a implanté les plantes et on a tous eu quasiment des problèmes d'approvisionnement, on va dire, de plants pour positionner. Ça arrivait un peu tard par rapport au cycle du puceron. Donc, cette première année, ça a été une année d'implantation. On s'est un peu rodé aussi sur les protocoles. Là, cette année, c'est la première vraie année de suivi sur ces questions-là, quoi. Et après, j'ai une autre question. Il arrive qu'on utilise du savon noir. Oui. Et là, à aucun moment, par exemple, ça a été testé, on va dire, de façon scientifique pour connaître l'efficacité. Il y a des données quand même sur ces savons. Après, on ne s'interdit pas de positionner. Après, on teste aussi des savons qui sont formulés, pour le coup, mais plutôt dans le cadre d'essais avec les fournisseurs ou les fabricants. Il y a des données là-dessus. Après, dans cet essai-là, dans un premier temps, on va essayer d'essayer d'isoler, on va dire, l'effet plante de service, et après on va complexifier en quelque sorte les différentes stratégies. Donc potentiellement après faire des interventions à l'automne et regarder l'effet combiné, ou faire un biocontrôle sur le printemps et regarder l'effet combiné. Mais dans un premier temps, déjà, au début, on voulait quelque chose de très complexe, très système, très éco-phyto, avec beaucoup de données qui rentrent. Et puis on s'est dit, on va plutôt d'abord isoler notre effet et ensuite on complexifiera si on a des choses qui sont probantes dès le début, quoi. Une dernière question qui concerne votre intervention, mais aussi c'est la personne qui était avant. Donc là, on parle aussi des insectes auxiliaires. Est-ce que vous avez observé, suivant les différentes utilisations, enfin les différents traitements, oui, des différences majeures? Et c'est ma dernière question. Alors oui, je vous ai pas mis les résultats parce que ça reste assez difficile à interpréter. C'est plus, ça vient confirmer un ressenti qu'on a sur la parcelle. Finalement, ce que j'ai plus vu, c'est un effet climatique qu'un effet réellement produit. Ce que je vois, ce qu'on voit quand même, c'est que la présence auxiliaire est très liée, on va dire, à l'infestation, ça c'est évident. Mais par contre, sur les présences de certains auxiliaires, et qui ont du coup, là cette année par exemple, on a une pression qui est assez moyenne, même dans les témoins, c'est la précocité de certains auxiliaires, et notamment des forficules et des cantharides en fait. Donc les cirfes aussi, qui étaient présents tôt, ont probablement participé à la régulation. Il n'y a pas vraiment d'effet négatif hors, on va dire, dans les modalités nimazales, mais c'est aussi les modalités les plus efficaces. Donc du coup, forcément, c'est difficile de différencier l'effet de causalité de la présence du puceron ou a vraiment un effet produit pur, quoi.
dans les essais qu'on fait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer là cette séance. Donc je vous rappelle qu'elle a été enregistrée et que les diaporamas seront disponibles prochainement sur le site Tech & Bio et le site des chambres d'agriculture d'Occitanie.